Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, un entretien, j'accueille Franck Buzz. Coucou Franck. Bonjour Julien, tu vas bien? Ça va, merci. Franck va nous parler de ses activités professionnelles et notamment de l'utilisation de l'impro appliquée. Mais avant ça, Franck, est-ce que tu peux te présenter plutôt artistiquement, c'est-à-dire comment tu es arrivé dans le monde de l'improvisation théâtrale? Alors, comment je suis arrivé? On va commencer, je vais essayer de faire court. Je suis monté sur scène par hasard avec des potes en 1993 pour un tournoi d'impro, c'est-à-dire un spectacle d'impro organisé par des gens qui n'y connaissaient absolument rien à l'impro, à Brest, mais qui étaient mes potes. Et du coup, je me suis retrouvé sur scène. J'ai kiffé, j'ai demandé quand est-ce que c'était le prochain. Et 6 mois après, c'est moi qui les organisais. Ensuite, on a eu 2, 3 ans de tentatives, de spectacles. On a découvert le match d'impro à l'occasion d'un stage. Ce processus-là fait qu'on a commencé à créer une petite communauté sur Brest. En 97, on a créé la Libido, la Ligue d'impro de Brest et de l'île d'Ouessant, qui existe toujours après 23 ans maintenant. Et en 2004, avec l'envie d'en faire plus, et de me professionnaliser, il y a eu la création de Impro Infini, qui existe encore, au départ sous forme d'association. Et puis en 2009, on est devenu une SCOP, une SIC maintenant. Je pourrais revenir dessus peut-être tout à l'heure. Et puis, du coup, mon actualité actuelle du moment, c'est d'être comédien, chargé de projet, directeur artistique, m'a tout faire de Impro Infini, charge que je partage avec Romain Abasque. Et puis, du coup, un peu de tout, en fait, hein, du premier coup de fil jusqu'à monter sur scène pour réaliser la prestation. Et au niveau artistique, eh ben, c'est un spectacle par mois. Enfin, évidemment pas. Nous sommes en avril 2021, et donc ça fait quelques mois que nous n'avons pas joué face à un vrai public, mais en fonctionnement normal, un spectacle par mois à Brest, au Cabaret Vauban, qui est la salle mythique de Brest, et des stages en ligne ou en présentiel en France ou à l'étranger, puisque, entre autres, avec Lightbox, un spectacle que j'ai imaginé il y a quelques années, j'ai dû parcourir une quinzaine de pays différents pour aller le jouer avec des invités, et puis en général donner des stages à cette occasion-là. Mhm. Super, merci. Bon, oui, ça remonte. En 93, il y avait déjà du spectacle d'impro à Brest. Ah oui, mais c'était le premier. C'était le premier. Avec le recul, faut imaginer que le premier tournoi d'impro brestois, Mhm. avec ton équipe, tu avais 10 minutes pour préparer ta scène et tu jouais pendant 1 minute à 1 minute 30. Ok. Ça donne une idée. J'ai revu les vidéos, j'en avais des très bons souvenirs. Je regrette d'avoir vu les vidéos parce que mes souvenirs étaient beaucoup plus beaux que ce que j'ai vu. Mhm. Ok, ça marche. Tu disais en 2004, envie d'en faire plus en créant un pro infini. Ça veut dire quoi en faire plus? Et ben en faire plus, c'était que ça devienne mon métier, tout simplement. J'ai été depuis 97-98, à peu près à la même époque. J'étais éclairagiste, je faisais de la création lumière, de la régie lumière, et donc je bossais. Donc je suis devenu intermittent du spectacle en 2000-2001, et en particulier à cette période-là, à la fois je faisais de la lumière pour des concerts de 5 à 30 000 personnes. Je faisais de la lumière et de la création lumière à la scène nationale de Brest au Quartz, plus avec d'autres compagnies. Je faisais de la projection vidéo sur des soirées électro, etc. Et en particulier au Quartz, le Quartz accueillait beaucoup de séminaires. Donc ça m'arrivait régulièrement d'être le gars derrière le pupitre qui gère les lumières pour cet événement d'entreprise. Et de voir ça et de me dire, hey, mais on pourrait être là en fait. On pourrait avoir notre place. Euh, donc ça, partagé avec l'expérience des autres improvisateurs autour de moi, c'est devenu une évidence qu'il y avait un truc à développer qui n'était pas développable dans le cadre d'une asso amateur où tout le monde n'a pas les mêmes envies et la même exigence et la même passion peut-être aussi. Donc assez vite, ouais, est arrivé ce projet de créer une structure professionnelle. Ça a été beaucoup plus simple de la créer en dehors de la libido.
ce qui évitait d'avoir à négocier avec tous les membres de la libido qui n'avaient pas les mêmes envies. Et donc, on a créé un point infini. Mmh. OK. Et ce qui a été simple aussi, enfin simple, ouais, entre guillemets, c'est qu'évidemment, ça n'a pas marché immédiatement, mais le fait que je sois intermittent du spectacle en tant que technicien, c'est-à-dire payé à l'heure, donc c'est-à-dire que si j'allais à la scène nationale, j'arrive à 9h, je pars à 17h, je suis payé 8 heures de travail, mais en dehors de ça, j'ai rien à faire. Donc, j'ai pu passer tout mon temps libre à structurer, à apprendre à faire un site internet pour faire le site d'un point infini, à créer les premiers devis, à créer le premier logo, sachant que je suis pas graphiste. Donc, ça m'a pris des heures et des heures pour faire un truc moche. Mais en tout cas, j'ai pu commencer. Et puis, j'ai commencé à me payer, moi, en 2007, un tout petit peu, et réellement en 2008. Et à ce moment-là, quand j'ai eu assez d'activité avec l'impro, j'ai quasiment arrêté intégralement les lumières. Mmh. Donc, j'imagine que ce que tu disais, le lien que tu faisais en voyant, des prestations, finalement, d'entreprise, tu voyais l'improvisation pouvoir s'installer, au sein des entreprises par des spectacles notamment? Enfin, j'imagine c'est comme ça que tu as commencé, oui. Enfin, tu as commencé à Impro Infini, Ouais. tu t'es développé à travers des spectacles. On avait deux objectifs qui étaient plutôt de faire de la formation en entreprise en utilisant les outils de l'impro, qui étaient encore tout neufs pour nous, hein, avec le recul, mais voilà, en tout cas avec l'envie de le faire, et faire des spectacles grand public et les vendre. Et ce qui nous a surpris très vite dans les 2-3 premières années, c'est la demande de formes spectaculaires, on va dire, je ne sais pas si c'est des spectacles, en entreprise ou en collectivité, avec des formes de 5 minutes à 60 minutes des créations de spectacles, de scénettes en tout cas. Ce qui fait qu'historiquement, un Pro Infini fait assez peu de formations, on en fait un peu, et beaucoup de spectacles, ce qui nous permet d'être intermittent du spectacle, quasiment tous les comédiens de la compagnie, parce qu'on vend des spectacles dans un cadre privé, mais on vend des spectacles. Après quelques semaines de négociations avec Pôle emploi, ça a été validé que c'est bien des spectacles qu'on fait, et qu'on a le droit de les vendre et qu'on a le droit de les faire dans un cadre privé ou public. Pourquoi tu as demandé à Pôle emploi? C'était pas une évidence? Demandé, évidemment, hein. On a eu un contrôle. Hein. On a eu un contrôle. Ils ont voulu requalifier tous les contrats de cession qu'on avait pour les gens qui connaissent l'intermittence. Donc, il faut qu'il y ait un contrat de cession qui soit vendu, qui soit signé entre nous et l'organisateur pour qu'on puisse employer des comédiens intermittents du spectacle. Et si ce n'est pas un spectacle, si c'est une prestation, ben, on ne pourrait pas employer des intermittents. Et donc, Pôle emploi a toqué à la porte en disant « Oh non, il y a beaucoup trop de contrats, là. C'est bizarre, vous avez beaucoup trop d'activités pour une compagnie de théâtre. Oui, mais ça, ce n'est pas du spectacle. » Et donc, nos administratifs de l'époque ont fait un dossier de 443 pages qui redéfinissait le mot spectacle. Et le mot spectacle, c'est à un endroit devant du public. Et à aucun moment, il est dit que ça doit être dans une salle de spectacle ou que ça doit être libre d'accès à tout le monde. C'est-à-dire qu'un spectacle peut être dans un cadre privé. Ils ont envoyé un énorme dossier, ça a été validé, et depuis, on peut faire des spectacles partout. Mmh. Tu parlais de création de spectacles pour les entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses écrites ou non, ça reste improvisé? C'est très... il y a de tout, hein. Ça va du totalement improvisé, qui devient assez rare, au complètement écrit. En général, nos prestats, elles sont, je dirais, scénarisées ou scriptées, parce que c'est des spectacles sur un thème particulier. Ça peut être... Donc, on a je ne sais pas si je peux détailler tout ça, mais il va y avoir le petit passage de 5 minutes en réaction à tout ce qui s'est dit pendant le séminaire, pendant le congrès, où là, on va vraiment être en live, on aura pris quelques notes pendant l'heure qui précède, et on déboule sur scène et on fait un résumé déformé de ce qui s'est raconté pendant les 2 dernières heures. Donc, on a quelques notes vraiment jetées sur nos tablettes, et puis on brode autour de ça. Et ça va jusqu'à une forme très scriptée, qui est, on pourra peut-être revenir dessus, qui est, on s'approprie un thème,
et on en fait un spectacle très rapidement, c'est-à-dire en une journée, pour faire simple. Une demi-journée, une journée de rendez-vous, d'interview, d'un maximum de personnes sur le même sujet. Ensuite, on s'isole, en général à deux, on partage un document, on scénarise, on met toute la matière qu'on a pu recueillir grâce à notre capacité d'écoute développée par l'impro. On met ça dans le panier, on touille. Encore une fois, grâce aux techniques d'impro, on peut scénariser, ordonner très très vite, structurer. Et le soir même ou le lendemain, on va jouer un spectacle de peut-être 60 minutes, où très souvent, et au début on se cachait, puis maintenant on ne se cache plus. Très souvent, quand on joue, on est comme ça. Et on est deux. Et j'ai le texte sur mon téléphone. J'ai le script complet du spectacle. Et ça choque personne qu'on ait un téléphone dans la main, en fait. C'est devenu tellement banal que ça choque absolument personne. Avant, on cachait une feuille de papier dans un coin de la scène avec quelques notes pour pas oublier les mots-clés, le nom du directeur, l'anecdote qui s'est passée en 2014 et dont tout le monde se rappelle et qu'il faut absolument qu'on évoque pendant le spectacle. Mais les outils numériques ont fait que maintenant, on arrive dessus. S'il y a quelques vidéos d'Impro Infini en ligne, vous verrez, suivant le cadrage, on voit qu'on a nos notes, en fait. On est en train de lire notre script. Et là où je dis c'est rarement écrit entièrement, c'est qu'en fait, il y a des scènes qui vont être écrites de A à Z, mais on sait que nous, on s'autorise à quitter ce qu'on a écrit, parce que ça sera sûrement mieux que ce qu'on a écrit. Et on reviendra à reprendre le fil, que souvent on écrit des choses trop longues. Pour un spectacle de 25 minutes, en général, on a écrit 45 minutes. Surtout quand tu te mets à interpréter des personnages, c'est-à-dire que tu écris, tu le lis à froid, tu fais « Ah, c'est pas mal, ça dure 20 minutes, bon, ça va aller ». Et puis en fait, une fois que tu commences à jouer ta petite mamie qui vient au guichet de la poste, c'est là où en plus on se fait plaisir. Donc au lieu que ta scène, elle dure 30 secondes, elle dure 3 minutes. Donc tu es obligé de faire des coupes en live sans te concerter avec ton partenaire. Là aussi, tu es bien content de faire de l'impro avec tes partenaires et qu'ils aient les mêmes habitudes. Et que tu dis, OK, là on a sauté 2 pages de notes, pas de problème, on continue comme si tout était normal. Moi, j'ai eu une prestation récemment où on monte sur scène, c'était un studio télé, c'était pour Produit en Bretagne. Il y a 1500 spectateurs derrière leurs écrans. Et on rentre pour faire notre dernier passage. Et là, mon téléphone n'est pas connecté en Wi-Fi, il n'a pas chargé le fichier. Et je n'ai pas de notes. Donc, Romain Abbas, qui était avec moi, lui déroule et fait « Tiens, c'est bizarre, Franck, il n'est pas trop dedans. Il n'est pas trop dedans aujourd'hui. » Donc, il enchaîne, il joue des choses que normalement, moi, j'aurais dû jouer. Et puis moi, pendant ce temps-là, discrètement, j'ai réactivé mon Wi-Fi. Et puis la minute d'après, j'ai retrouvé mes notes. Et puis voilà. Et donc, il y a des choses très scriptées, voire très écrites. Et d'autres où c'est juste la visite du représentant commercial à la ferme. Et ça nous suffit pour faire une scène de 5 minutes, parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, grossièrement. On sait ce qui va se passer, puis on se laisse aussi le plaisir de la découverte, quoi. C'est aussi le plaisir de l'impro. Donc un mix entre des choses qu'il faut absolument mettre et d'autres qui restent notre plaisir d'improviser. Un autre exemple, là on a une commande pour faire un spectacle sur le dérèglement climatique qui va être joué 6 fois en 2022 certainement, ça aurait dû être cette année. On va aller voir plein de spécialistes, plein d'experts de la question en amont qui vont nous apprendre des choses. On va les écouter, on va échanger, on va discuter. Et avec toute cette matière qu'on va recueillir, on va créer un spectacle. Et comme on a les techniques d'impro, on ne va pas mettre 3 semaines à créer le spectacle, on va mettre une journée. On va mettre une journée, genre deux demi-journées, je pense, à peu près, pour créer le spectacle. Mmh. Qui restera quand même improvisé, du coup? Ouais, il y aura un mix. Il y a un mix. Et on s'ennuie quand on joue. Si on doit jouer plusieurs fois, toutes les personnes qui font de l'impro, qui nous regardent, moi, ça m'ennuie de faire 2 fois la même chose. Donc, on a des formats qu'on joue souvent, des formats interactifs, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'intégration, l'inclusion des personnes en situation de handicap, par exemple. Il y a des scènes qu'on adapte selon le contexte, selon le public qui est en face de nous, si c'est des salariés, des scolaires, etc. Mais il y a des scènes qui sont à peu près toujours les mêmes.
Sauf que si on doit le jouer plusieurs fois de suite, par exemple, on va inverser les rôles. On sait que dans cette scène-là, l'objectif, c'est qu'à la fin de la scène, on va s'arrêter, puis un peu en mode théâtre forum, un mode qu'on appelle impro forum. On va jouer une scène, puis cette scène va être l'excuse pour provoquer la discussion avec le public et essayer de provoquer une réflexion, de créer une réflexion. Et du coup, on sait que l'objectif de cette scène-là, c'est qu'à la fin, on leur pose la question de c'est qui la personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé dans la scène, par exemple. La façon dont on l'amène, chacun va le jouer avec son style, sa façon de jouer les personnages, puis on va surprendre pour que ça reste frais, pour que ça garde la fraîcheur et l'énergie positive de l'impro. Et donc, d'une fois sur l'autre, ça va changer un peu. Après, le fil conducteur, c'est le même. Mmh. Ça marche. Je te demandais parce que, bon, j'avais le sentiment de comprendre que c'était ça. Mais, tu vois, j'ai pu voir, notamment sur, LinkedIn, des fois, certaines, je sais pas si on va dire du coup, compagnies, théâtres ou moi je pense plutôt entreprises, qui proposent, des spectacles à thématique forte, pour les entreprises et du coup, je me dis: «Ah, quelque part, ça rassure les entreprises d'avoir exactement le truc qui a marché dans la boîte d'à côté» et que le côté un peu impro, bah, on dira: «Je sais pas». Un peu ce qu'on peut retrouver avec les salles de spectacle, hein, qui veulent Ouais, est-ce que ça va être bien? trop et ouais. Être sûr que la fois où ce sera pour moi, ce sera bien. Ce sera bien parce qu'on va déjà faire 3 rendez-vous de préparation, que vous allez m'expliquer tout votre contexte, tous vos objectifs, le pourquoi du comment, pourquoi vous voulez qu'on aborde ce sujet-là. Ça va être bien parce qu'on a déjà traité le sujet de façon similaire dans un autre contexte. Ça va être bien parce que là, vous me dites qu'il y a des gens importants qu'il ne faut pas froisser. Ça tombe bien parce que ça me fait penser exactement aux appréhensions qu'avaient les organisateurs l'été dernier quand j'ai interviewé le secrétaire d'État au numérique ou le directeur France de Twitter à l'occasion de tel événement. Donc, on ne va pas les rassurer sur les mêmes choses, on va les rassurer à l'expérience, sur le fait qu'on va être à leur écoute, qu'on comprend qu'ils ont de l'appréhension, qu'ils ont bien raison d'avoir de l'appréhension, qu'on peut leur donner des références. Alors, c'est vachement plus facile à vendre de l'impro en entreprise ou en collectivité dès qu'on commence à avoir des références. Moi, le point de départ d'Impro Infini, ça a été 2006. 2006, après moult négociations et moult coups de téléphone, je décroche enfin un vrai contrat, on va dire, avec La Poste en Normandie. Je suis en contact à la même période avec une nana de la carte vitale, avec une responsable com de la carte vitale qui veut organiser un événement 2-3 mois après. Elle, pour être sûre, elle va venir en Normandie voir la prestation de La Poste. Ces 2 prestations-là, on s'est blindé. C'est-à-dire que maintenant, nous, on fait les prestats à 1 ou à 2, très souvent. Mais à l'époque, je prends 5 personnes sur scène, dont 3 qui ont l'habitude de faire des prestats en entreprise avec leur propre structure, de façon à ce que ce soit carré. On prend des photos, on demande un retour du directeur, etc. Et derrière, à chaque fois que j'ai une demande de client, demande de prestation en 2007-2008, à chaque fois, je leur fais bah oui, évidemment, si vous saviez. Ça me fait penser, par exemple, une prestation qu'on a fait pour la Poste dernièrement. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer la référence et les photos. Et du coup, tu as un nom connu. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile parce qu'ils se disent ah ok, je connais le nom, donc ça doit être mieux. Sachant qu'à les mois précédents, je pense aux personnes qui regardent la vidéo et qui pourraient être en phase de professionnalisation, j'avais fait un gros boulot sur Google à l'époque, qui était beaucoup moins géolocalisé que maintenant. Et donc, on sortait en 2004-2005, Impro Infini sortait dans les 3 premiers sur les recherches Google Impro en entreprise France, on va dire, pour faire simple. Donc, j'avais toutes les boîtes du CAC 40 qui m'appelaient, sauf que moi, je n'avais ni les épaules, ni l'expérience, ni les compétences pour répondre. Par contre, chaque coup de fil m'a formé et m'a préparé aux questions qu'ils posaient, a fait que un an ou 2 après, j'ai pu décrocher le contrat de la Poste parce que je pouvais anticiper leurs questions. Mmh. OK. Bon, c'est intéressant ce travail, de référencement et Ouais,
Ça fonctionne plus en local, Google, donc il y a moins. C'est important d'apparaître sur les résultats Internet. Ouais. Mhm. Cas au départ. Après, le bouche à oreille fait son boulot, mais les premiers temps, c'est un peu la clé. Mhm. Ouais. Et, euh, et oui, quelque part, le discours que tu tenais avant, c'est drôle parce que c'est comme si j'étais le prospect qui doute. Et, hum, et c'est quelque chose où, pour avoir cette assurance, quelque part, c'est toute l'expérience qu'il y a eu avant qui fait que bon, tu sais un peu quelles sont leurs craintes et qu'est-ce qui rassure, parce qu'en fait, c'est ça, ils sont. Le fait qu'on est en concurrence, non pas les uns avec les autres dans le monde de l'impro, mais qu'on est en concurrence avec plein de structures qui proposent des choses différentes. Tu parlais de structures, on peut les nommer, hein, on peut nommer Théâtre à la carte par exemple, que je n'aime pas parce que leurs prestations sont peut-être très bien, mais par rapport au prix où ils les vendent et au prix où ils rémunèrent les comédiens qui font les prestations, je trouve ça scandaleux. J'ai pas peur de le dire, je dénonce. Mais ils ont une armada au niveau de la com, du marketing, du montage vidéo pour amener un produit qui est propre, quoi, qui est hyper rassurant pour le client. Mais ils ont des moyens qui sont démesurés par rapport à 95% des structures d'impro. Mhm. Quand on est arrivé au premier confinement, je crois, dans la semaine du premier confinement, ils envoyaient déjà dans leurs vidéos, enfin dans leur newsletter, tout ce qu'ils proposaient déjà en visio. Ils avaient déjà plein de trucs qui étaient déjà en visio. Et du coup, je fais, ah putain, ils sont rapides ceux-là, Ah, c'est une machine. hein. C'est une machine. Tu disais qu'au début, vous faisiez, je parle spectacle, mais à un moment, je vais évidemment m'intéresser aux formations. Mais je trouve que c'est intéressant aussi, spectacle d'entreprise. Euh, Il y avait plein de gens dans le premier spectacle à la Poste, et puis maintenant, vous intervenez que à deux. C'est un choix, et si c'est un choix, pourquoi? Et ben, c'est un choix, ça a été un choix contraint. C'est-à-dire que quand tu es 3-4 dans une compagnie et que tu as deux prestations le même jour, bah, et que le budget n'est pas extensible, bah, tu te splits en deux en fait. Les deux qui ont le plus d'expérience vont chacun sur un plan, accompagnés d'un autre comédien. Et puis voilà, puis tu te rends compte que ça ne marche pas si mal. Et que plus tu pratiques, bah, moins tu as besoin. Je ne m'imagine plus faire des prestats à 5. Ça m'ennuierait, comme le match d'impro à un moment m'a ennuyé. Quand tu es 12 sur scène pendant 1 heure, tu joues 5 minutes. Je ne fais pas ce métier pour jouer 5 minutes. Je ce métier pour profiter de la scène et être actif quand je suis sur scène. Et là, c'est un peu pareil en entreprise. Je commence autant en artistique pur, ça m'intéresse très peu de faire du solo. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs parce que je ne l'ai jamais fait, donc je pense qu'on peut dire que ça ne m'intéresse pas. Que c'est vraiment le côté création collectif, de faire ensemble, qui est un de mes moteurs. Par contre, être en solo, en freestyle sur une presta, une fois de temps en temps, c'est vivifiant dans le sens où tu n'as pas de filet. Tu n'as pas ton pote ou ta pote qui est là pour rattraper le coup si tu es sur une journée où tu es un peu moins bien. Donc tu es obligé d'être bon quelque part. Il n'y a personne pour t'aider, à part les gens qui participent. Et du coup, une fois de temps en temps, c'est cool. C'est cool d'y aller, de se dire, OK, bon, eh ben, je suis tout seul, donc il faut que ce soit bien. Je ne peux pas avoir un coup de mou. Quand tu es deux et que tu te connais, bah, tu te relances la balle. S'il y en a un qui a un petit coup de mou, hop, l'autre va passer devant. Et puis la fois d'après, ça sera le contraire. Euh, c'est sécurisant d'être deux ou trois. Puis il y a un côté financier, en fait. Hein. Faut pas se le cacher, c'est que bah, du coup, on peut, pour la même somme, ce que j'ai découvert, en fait, ce que j'ai découvert au fil des années, c'est qu'en fait, les clients, appelons-les clients, parce qu'ils payent, ils achètent une prestation, ils achètent un résultat, un impact, un effet. Ça ne change rien qu'on soit deux, qu'on soit 5 ou qu'on soit 12. Tant qu'à la fin, c'est bien. Tant qu'à la fin, on rentre dans les objectifs. Et donc, du coup, plutôt que de vendre, plutôt que d'être 4 sur une prestation, et du coup de diviser les salaires en fonction, par exemple, bah, le fait d'être deux pour le même prix fait que tu peux te payer 2 fois plus cher.
Et que dans le même temps, si tu es une équipe de 4, bah, le même jour, tu peux vendre une deuxième prestation. Donc le bénéfice général de la compagnie, il est aussi multiplié par 2. Toi-même, faut vendre les plans, hein, on est d'accord, mais toi-même, tu peux être payé 2 fois plus cher et le chiffre d'affaires de ta compagnie peut être multiplié par 2. Donc, ça a quand même pas mal d'intérêt. Et puis en plus, tu es vraiment présent. Puis avec la bouteille, tu n'as pas besoin d'être très nombreux. Ok. Ça reste plus grisant d'être dans le feu de l'action, parce que souvent, c'est ça aussi qu'on aime bien. C'est d'être là, quoi, d'être présent. Ok. Il y a un truc que je voulais rajouter, que je rajoute maintenant pour ne pas l'oublier. Mhm. C'est un critère qu'on a mis en place dès le départ. C'est que on ne véhicule jamais des messages imposés par le commanditaire. Mm. C'est-à-dire qu'on demande systématiquement à avoir carte blanche. Il y a quelques structures qui refusent, typiquement des labos pharmaceutiques, ou des structures qui veulent contrôler leur communication de A à Z. Tant pis, on fait le choix de ne pas bosser avec eux. Mais il est hors de question qu'on mette en jeu notre intégrité. C'est-à-dire que les valeurs qu'on défend sur scène, quel que soit le contexte, on les défend tout le temps. Et du coup, on ne travaille pas avec des gens qui ne défendraient pas ces valeurs-là. Qui ne sont pas des valeurs extraordinaires. Hein. C'est de l'égalité, de la place pour égalité, que ce soit femmes-hommes, que ce soit handicap, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Je me perds un peu dans ce que je dis là, mais et le fait, c'est ce que je voulais dire, que tout le monde est indispensable dans une structure. De la personne au standard, au directeur, il y a besoin de tout le monde et ça ne peut fonctionner que tous ensemble. Et c'est là où on retombe encore sur des valeurs d'impro, de faire ensemble, quelle que soit ta fonction, il faut que tout le monde fasse pour que ça fonctionne. Donc en plus, on peut défendre ça sur scène et c'est souvent ce que les commanditaires viennent chercher aussi. Qu'on leur dise, en face ce qu'ils peuvent améliorer, peut-être. Mm. Peut-être. Tu disais que il y avait 2 objectifs, avec, la création d'un Pro Infini. Il y avait les spectacles et puis il y avait aussi les formations. Alors c'est, drôle parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, les formations avec un pro, elles se sont un peu, créées par des opportunités. Mais non, vous, c'était vraiment un objectif, c'est que vous saviez qu'il y avait possibilité d'utiliser l'impro à d'autres fins qu'artistiques? Oui. Ben, on savait aussi qu'il y avait des budgets formation. On savait aussi qu'on avait des choses à apporter au monde du travail sur des compétences comportementales, des compétences relationnelles, de la prise de parole, qu'on a des outils qui fonctionnent plutôt bien sur des sujets comme ça. Après, je pense que moi, je ne suis pas un grand fan d'animer des formations. Je le fais hein, une fois de temps en temps. J'aime plutôt bien ça quand je le fais, mais j'aimerais pas le faire tous les jours. Sinon, je forcerais au niveau, puisque c'est nous-mêmes qui organisons l'activité de la compagnie, je forcerais pour en faire plus. Et je suis plutôt du genre à forcer pour qu'on fasse des interventions théâtrales, spectaculaires, parce que c'est plus fun. Et c'est une intervention théâtrale, tu la construis, et puis c'est un spectacle qui dure 15 minutes ou qui dure 60 minutes, c'est un spectacle avec toute l'énergie positive que ça veut dégager. Une formation, c'est 8 heures de formation, c'est un autre positionnement. C'est un autre positionnement. Après, ouais, une fois de temps en temps, c'est sympa. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer l'été dernier. Donc, j'ai animé un stage d'impro en entreprise au fin fond de la Bretagne avec des gens venus un peu de toute la France. À Et, Guarec? ouais, dans le cadre de Guarec, quoi. Oui, Guarec délocalisé à la mer. Mmh. Et, et en discutant avec les participants, clairement, il y a beaucoup de personnes qui ne s'imaginent pas à quel point on peut faire des spectacles. On crée des spectacles sur des thèmes en plus qui nous tiennent à cœur et qu'il y a de la demande. On a passé une journée ou deux journées, je crois, à créer des scènes sur des spectacles à thème et c'était super.
Il y a eu des scènes sur le harcèlement scolaire par des gens qui étaient concernés parce qu'ils gravitaient autour du milieu scolaire, des scènes sur le handicap, sur l'égalité, sur le sexisme, sur la sexualité. Il y a plein de brouillons de scènes là qui mériteraient de grandir. Alors, je n'ai pas fait de point avec les participants et participantes pour voir s'ils avaient continué à creuser dans cette direction-là qui les intéressait. Mais avec l'outil impro, on peut créer des choses rapidement et des choses pertinentes parce qu'on a cette faculté d'écoute, d'observation qui fait qu'on assimile beaucoup de choses très rapidement. C'est une vraie qualité qu'on a en plus par rapport à d'autres prestataires potentiels. Mmh. Du coup, quand vous avez des demandes de formation, est-ce que ça veut dire que comme c'est pas forcément ton truc préféré, tu délègues? Ou non, c'est quand même toi qui fais? Ou comment ça se passe? Ça dépend du contexte, ça dépend du sujet, ça dépend si c'est nouveau, ça dépend si c'est motivant, ça dépend si la personne qui nous contacte, elle veut bosser avec la personne qu'elle contacte. Moi, du coup, je donne des formations à Rennes School of Business, à des exécutives MBA sur de la prise de parole. C'est 2 jours par an. Donc ça me va. Ça me paye un petit voyage à Rennes. Je suis avec des cadres, dirigeants, chefs d'entreprise. Du coup, potentiellement, ça peut amener des contrats par la suite. Maintenant, les cours de prise de parole au lycée, par exemple, qu'on a pas mal donné cette année, j'en ai fait un peu à la fois pour mettre la main à la pâte ou pour dépanner sur des plannings, mais je me rends compte que ça ne m'intéresse pas d'y aller 2 fois par semaine, d'aller au lycée, sachant qu'en plus, je ne suis pas trop fan du système scolaire français passé et actuel, qui prépare absolument pas l'épanouissement de nos jeunes, de nos enfants. Donc, très vite, ça me saoule d'être dans le système scolaire, que ce soit en collège ou au lycée. Donc j'y vais un peu, mais je ne prends pas de plaisir si ça doit se répéter, par exemple. Donc oui, donc c'est quelqu'un d'autre qui va faire la presta et qui va être très content de travailler. Il n'y a pas de problème. Tu as parlé Et il est compétent que moi sur certains points, Mmh. sur comment mettre des ados à l'aise pour la prise de parole. Ouais, il y a des gens qui le font mieux que moi. En local, je veux dire, dans la région brestoise, donc autant que ce soit eux qui les animent. Mmh. Tu as parlé de Improforum. Ouais, Tu le mets dans les spectacles? Tu le mets non, c'est une troisième entité? C'est comment ouais, tu c'est un spectacle interactif, un mix entre du théâtre forum et de l'impro, qui est une forme qu'on a développée très vite dans les débuts d'Impro Infini, inspiré du théâtre forum. Mais comme c'était pas du théâtre forum, je tenais absolument à ce qu'on l'appelle pas théâtre forum, mais qui a très vite trouvé sa place parce que ça correspond à un besoin, je pense. Donc le format, pour le simplifier, une scène scénarisée qui pose une situation sous un angle humoristique et qui derrière va être le point d'accroche pour une discussion, une réflexion avec le public. Et ce qu'on fait la plupart du temps, alors selon les thèmes ça change un peu, mais les formes sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap un peu moins, on est plus sur de la discussion, mais par exemple sur l'égalité femmes-hommes, on a scène, interaction avec le public. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagiriez? C'est qui? C'est quoi? Et toi, qu'est-ce que tu penses ça? Pourquoi tu dis qu'une fille, elle peut pas être maçon? Quelqu'un est d'accord avec? Ah, qu'est-ce que tu penses, toi? D'accord. Avec beaucoup d'écoute pour que la parole émerge. Et ensuite, derrière, on a un PowerPoint qui dit, bah voilà. Alors voilà les chiffres. On va aller sur du factuel et surtout sur des questions d'égalité, de sexisme, de choses comme ça. C'est vachement important d'avoir du factuel, des chiffres validés, les chiffres du ministère, les chiffres de l'INRS, pour dire, OK, il y a aussi des hommes qui se font agresser, mais les chiffres, c'est 95% des femmes vont être agressées au moins une fois dans leur vie. 80% des adolescentes entre 12 et 17 ans vont vivre une situation de harcèlement avant leur majorité. Pour vraiment replacer les choses
OK, il y a la discussion, tout le monde peut s'exprimer, mais les faits, c'est ça. Nous, on n'a pas les solutions, mais par contre, si les gens peuvent repartir avec plus de questions et des informations, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Mmh. Puis ça enchaîne, et on est sur un mode humoristique qui facilite la prise de parole des gens dans la salle. Parce qu'on dit des conneries. Parce que la scène où on inverse le rôle, où c'est la cadre dirigeante qui fait des réflexions sexistes à son petit stagiaire, ça donne une scène qui est hyper drôle. Et comme on fait confiance à l'intelligence des gens dans le public, ouais, ok, ils voient à quoi ça fait référence. Et ok, on s'est bien marré, mais du coup, on peut avoir une discussion sérieuse là-dessus sur la place des petites blagues sexistes à la pause café. Mmh mh. Les gens, comme au Théâtre Forum, sont invités à remplacer, Non, on le faisait un peu au début, on le fait plus. On le fait des fois avec des collégiens pour qu'ils vivent l'expérience collège-lycée. Typiquement sur des situations consommation de produits stupéfiants, risque en soirée, des choses comme ça, sur lesquelles on n'est plus trop sollicité. Je pense qu'il y a moins de budget qu'avant. Il y a une dizaine d'années, on en faisait 10-15 par an. Quand un élève de 5e, on pose une situation d'un mec un peu bourré qui fait hey, les gars, c'est bon, j'ai récupéré la voiture de mes parents, on y va, on peut aller à la soirée. Ouais, ok, on y va. Et puis, il faut qu'on se dépêche parce que le punch, je suis passé déjà le goûter et il est bon. Hein. Et que se pose la question qu'on se rend compte, la personne, elle n'est pas ivre morte, mais elle a déjà bu 3 verres. Donc, normalement, elle ne peut plus conduire. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, alors qu'on veut tous aller à la soirée chez Michel parce que c'est la soirée de l'année? Comment on fait? Et souvent, s'il y a des 5e ou des 6e dans la salle, monsieur, on lui prend ses clés. D'accord? Eh bien, Kevin vient nous rejoindre et je te propose de prendre la place du personnage de Romain et tu vas essayer de prendre les clés à cet adolescent de 18 ans incarné par un comédien de 35 ou de 40 et on va voir, on va voir comment ça se passe. Et puis là, on se rend compte que la théorie, c'est bien, mais la pratique, prendre les clés de voiture d'un mec qui vient d'avoir son permis, qui a la voiture de ses parents et qui a bu 4 verres, bonne chance pour lui piquer ses clés. Surtout si vous avez 4 ans de moins que lui. Donc, dans des cas comme ça, ouais, mais sinon, assez peu. On ne rejoue pas les scènes, c'est la différence avec la partie théâtre fort. Mmh. On a essayé de prendre le meilleur des deux, enfin, ou de faire un mix, je ne sais pas comment l'appeler. Mmh. On a parlé des spectacles, des formations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ou un prof fini propose? De la scénarisation et de la réalisation de vidéos. Même principe, quoi. La faculté à créer une vidéo d'1 à 3 minutes très rapidement. Il y a des fois où je vais peut-être aller sur place. Le matin, on me partage les éléments. Pendant 2-3 heures, j'écris mon texte de 2 minutes. Et puis en début d'après-midi, on shoot en une prise le moment où je fais « Hey, salut, bonjour à tous, cette année, je ne suis pas avec vous dans la salle. Alors, j'ai regardé le programme, ça a l'air vraiment super. Vous n'allez pas du tout vous ennuyer pendant les 4 heures de conférence où votre directeur va parler. Et donc aujourd'hui, et puis voilà, petite vidéo d'intro par exemple. Et puis ça va être sloché en 4-5 heures, c'est réglé. Dans la journée, c'est réglé. Ce qui fait que ça permet aussi par rapport à une prestation audiovisuelle ou une prestation de théâtre à la carte de proposer une prestation qui est vendue relativement cher, mais moins cher que si tu avais une équipe de tournage, plus un scénariste, plus un comédien, plus tout ça. Ou carrément des vidéos plus complètes, où là, c'est scénarisé de A à Z. Et tourné un peu plus tard. Ça, un peu de mise en scène de collaborateurs, de temps en temps. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous sur scène, ça va être les gens de la boîte ou de la collectivité ou de l'établissement scolaire qui vont se retrouver sur scène. Mmh. On le fait aussi avec des ados. Pour parler de la relation parent-ado, autant que ce soit des ados qui en parlent. Donc là, le format va être un peu différent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une série d'ateliers
et ils vont imaginer des scénarios de scène, et ils vont jouer ce spectacle un peu plus tard, avec un peu comme Quand c'est nous, c'est-à-dire des grandes lignes du scénario, la scénette de le papa ou la maman qui vient dire à l'enfant éteins l'ordi, c'est l'heure de manger. Ils l'auront joué 2, 3, 4 fois cette situation avec différents angles, différents scénarios. Et puis le jour J sur scène, go quoi. Go en piochant dans ce qu'ils ont expérimenté et en faisant confiance à l'impro pour que ça soit encore mieux que ce qu'ils ont fait dans les ateliers précédents. Mmh. OK. Je te demande parce qu'il y a aussi, alors ça se voit pas parce que du coup tu as un filtre, derrière toi, tu as un fond vert et et tu as de l'espace en plus, hein. Je veux dire, quand on fait des prestats visio pour entreprises depuis chez soi, on n'a pas toujours un espace donc je sais pas, voilà. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est adaptation confinement. Mmh. Adaptation confinement, hein. Si on veut continuer à faire des prestations de qualité, faut une caméra de qualité, faut un éclairage de qualité, faut un micro de qualité. Et donc on s'est équipé récemment d'un fond vert, et un peu de place. J'ai rangé mon garage et puis j'ai fait de la place. C'est à la maison, hein. Je sais pas si je peux montrer, je peux pas montrer grand-chose là. Je pourrais juste montrer le fond vert, mais de façon à ce que vous devez avoir, je trouve qu'en plus en tant que comédien, comédienne, sur toutes les prestations qu'on fait, et mon passé de régisseur, technicien, éclairagiste fait qu'en plus je suis exigeant au niveau technique, mais on se doit d'avoir une meilleure qualité d'image et de son que les gens qui nous font venir. Mmh. Dès le premier rendez-vous, peut-être le premier contact, pour que, ah tiens, peut-être qu'on vous ferait venir, on a une réunion en visio, je ne sais pas si vous faites ça. Si tu as une meilleure qualité d'image et de son, déjà, tu es tout de suite plus crédible sans même en parler. Pendant qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est éclairé sur le côté. Voilà, ça ressemble, et encore là, c'est pas trop mal, comme ça, qui est cadré comme ça, et puis tu n'entends pas trop ce qui est dit. Bah, toi, tu présentes mieux, du coup, tu es beaucoup plus crédible de faire, oui, bien sûr, tout à fait, on a l'habitude de faire ce genre de choses, et nous serions très contents d'intervenir pour votre collectif de joyeux comptables. Mmh. Hem, dans dans le groupe, Impro Appliqué, il y a des fois des choses, des références, auxquelles, tu fais qui viennent du monde international. Heu, dans quelle mesure tu t'inspires ou, dans quelle mesure tu as une part active, dans, je sais pas moi, Impro Network, Improv International Network ou autre quoi? Je participe un peu, de moins en moins là ces derniers mois. Je pense que c'est l'effet confinement et tout ça. Limite, je participais plus avant le début du confinement qu'après. Il y a une expérience, chez Applied Impro. Il y a, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont plein d'expériences différentes et des gens qui font ça depuis 10, 20 ans ou plus. Du coup, il y a un savoir-faire. Donc, la difficulté chez Applied Impro, et j'espère qu'ils n'écouteront pas cette vidéo, c'est d'identifier les personnes compétentes et sympathiques sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et j'ai un petit avantage, c'est qu'il y a eu la conférence Applied Impro à Paris il y a 2 ans maintenant environ, et j'ai joué Lightbox. J'ai joué Lightbox avec un casting qui rassemblait euh, un mix homme-femme de 6 pays différents, de tous les âges, avec des gens quasi inconnus, des inconnus du monde de l'impro, et le directeur artistique du Festival d'Amsterdam, Randy Dixon, qui est une sommité mondiale dans le monde de l'impro, pas assez connue en France, malheureusement, qui est vraiment un pape de l'impro artistique, pour le coup, même s'il s'intéresse à tous les champs de l'improvisation. Et le spectacle s'est très bien passé. Il y a eu une alchimie sur scène. Les conditions techniques étaient
moyenne, mais le spectacle était vraiment cool. Donc tous les gens quand ils étaient là, maintenant, ça y est, quand ils me voient, ils ont un gros sourire sur le visage parce que ça leur rappelle le spectacle. Donc, ça m'a permis d'avoir des contacts directs avec quelques sommités internationales à qui je peux échanger, qui vont me filer un petit conseil si j'ai besoin. Donc, c'est pas mal, c'est pratique. C'est pratique, c'est le petit bonus. Euh, ouais, autant profiter, mais c'est ce qu'on essaye de faire avec un pro appliqué France, de serrer les coudes, de se demander des conseils. On n'a pas tous les mêmes compétences, donc c'est bien de partager. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas en concurrence les uns avec les autres, surtout pas. Surtout pas. Il y a 50 000 formes d'intervention autres qui sont en concurrence. On est en concurrence avec les magiciens, on est en concurrence avec des facilitateurs, avec des coachs, avec tout ce qu'on veut. Mais on est tellement petit, et c'est pareil au niveau artistique, le monde de l'impro, que ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ça sert à rien de casser les prix pour choper le truc d'à côté. On n'a rien à gagner. Par contre, on a une gagné de se serrer les coudes, de s'entraider. Moi, plus il y a... Je me rappelle très bien, je dis ça avec du recul, quand... Donc, un pro infini, on était la Libido, c'est la première troupe d'impro en Bretagne, officielle. Un pro infini, c'était la première compagnie pro, je pense. On est installé sur la Bretagne, tout va bien. Et puis, quand vous savez que des gens qui ont commencé l'impro il y a 4-5 ans, ils décident de monter une structure pro à Quimper, par exemple, qui est à 70 km, vous faites « Ah, mais ils vont nous piquer du boulot !» Et en fait, non. Quelle que soit la qualité de ce qu'ils font, ils ne vont pas vous piquer du boulot. Au contraire, plus les gens vont entendre parler d'impro, plus il y aura des prestations d'impro, plus on va se diriger vers vous parce que l'impro, c'est bien. Alors, effectivement, il y a des fois... j'ai des fois des gens qui me disent « Ah ouais, mais l'impro... moi, j'étais dans une autre boîte il y a 10 ans, on avait fait venir une troupe d'impro et l'humour était un peu douteux et ça s'est pas très bien passé. » Ouais, mais quand tu vas dans une mauvaise boulangerie, que tu achètes une mauvaise baguette qui est pas bonne, bah tu te dis pas que tous les boulangers font du mauvais pain. Tu te dis juste, je n'irai plus dans cette boulangerie, spécifiquement. Mais il y a encore cette assimilation. Si c'est de l'impro, si quelqu'un a vécu une mauvaise expérience avec l'impro, on va le traîner pendant 10 ans. Donc là, il faut rattraper le coup. Je fais à peu près ce discours-là, si jamais on me sort quelque chose comme ça en réunion. De dire, mais si vous appelez un mauvais plombier, vous changez de plombier. C'est tout. C'est pas la plomberie qui est mauvaise, c'est le plombier. Il y a un petit effort il y a un petit truc, un petit effet de pédagogie à avoir. Je vais te poser la dernière question, qui est si quelqu'un souhaiterait justement qui a 4-5 ans d'expérience et qui est à Quimper, qui est ailleurs, peu importe, et qui aimerait justement vivre et notamment de l'impro appliqué, est-ce que tu as des conseils à donner? Alors, j'ai un conseil déjà, c'est d'avoir envie de le faire. Un conseil, ça va mettre 2-3 ans avant de réellement marcher. Certainement. Moi, c'est le conseil qu'on m'avait donné à l'époque. On m'avait dit, tu vas voir, ça va mettre 4-5 ans à vraiment rouler. Et effectivement, ça a mis, on va dire que ça a mis 4 ans pour qu'on ait une activité suffisante pour pouvoir se payer normalement. Et que voilà, et qu'on soit sur une activité qui était suffisamment stable pour penser à imaginer un comédien supplémentaire, embaucher un comédien supplémentaire, prendre un poste d'administratif à plein temps, des choses comme ça. Donc c'est comme quelque chose qui est neuf, ça va pas être en claquant des doigts que ça va démarrer. Ça pourrait être un premier conseil. S'entourer de personnes que vous aimez bien, c'est comme l'artistique, hein, travailler avec des gens que vous aimez bien, ça compte. Pas viser, à la fois pas viser trop haut, s'appuyer sur l'expérience des autres, des anciens qui seront normalement souvent prêts à vous donner des conseils. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est bien. Ouais, je m'arrête là.
Et puis ensuite, vous faites un stage avec Franck Buzz sur l'impro en entreprise, et puis je vous livrerai tous mes secrets. Tu penses que tu vas le reproposer à Guarec ou ailleurs, je sais pas. Oui, ça aurait été bien. Là, j'ai un souci d'agenda sur cet été. J'avais dit que je ferais peut-être une version visio en ligne cet hiver, et puis les conditions étaient chaotiques, donc je ne l'ai pas fait. Ouais, il y a à la fois de la demande, et puis, alors pas dire que je suis le seul, mais dans les anciens, le retour des stagiaires, en commentaire, ils diront le contraire si c'est pas vrai, mais ils avaient été surpris par tout ce que j'avais partagé. C'est-à-dire que dans mes stages d'impro en entreprise, j'ai ouvert mon ordi. Donc il y a des exemples de devis, il y a des exemples de prestations, il y a les tarifications qu'on pratique, il y a tout, parce que, enfin, pas tout à fait tout, il y a des trucs secrets, mais parce que, encore une fois, on n'est pas en concurrence. Plus la personne improvisatrice en face de moi, elle va faire du bon boulot, plus ça va rejaillir sur moi. Plus elle va être capable de le vendre à un bon prix, plus elle va être crédible, plus moi aussi je vais pouvoir vendre la prestation à un bon prix. Plus je vais pouvoir, je vais pouvoir imposer mon point de vue dans le sens où, évidemment, dans un échange, une co-construction avec le commanditaire ou la commanditaire, mais je vais pouvoir défendre mes valeurs. Je vais pouvoir dire, ouais, mais ça, on ne tiendra pas ce discours-là. Nous, notre discours, c'est ça. Ah bah oui, bah c'est cool, alors ça ira. Euh, Plus ça va rejaillir sur tout le monde. Donc, et puis, j'ai pas de honte, et on est plusieurs, je pense, à l'assumer pleinement, à être comédien, à faire de l'artistique et à faire de l'entreprise, pour faire simple. Faut pas oublier que dans le monde de l'impro, entre autres, mais on va dire dans le monde de l'impro, 90% des gens, ils vivent des prestations en entreprise, en collectivité. Les spectacles, ça ne paye pas. Les spectacles, ça paye peut-être 10, 15, 20 personnes. Il faudrait faire un recensement de tout ce qui se fait en France, savoir combien on est, combien on vit, etc. C'est une idée. Euh, euh, les spectacles, faire un spectacle à Paris, ça ne te paye pas. En province, tu peux te payer un petit peu. Si tu fais une salle de 400 places, tu vas te payer. Mais je vois bien, avec un point infini, on fait une centaine de prestations par an. Les spectacles grand public sont les prestations sur lesquelles on est le moins bien payé. Et c'est nous qui nous auto-attribuons nos salaires. Mais par rapport à ce que ça rapporte, on n'est pas bien payé. Par contre, quand je fais une visio qui est vendue 1000 euros pour une heure, là, je peux me rémunérer plus tout en prenant une part pour la compagnie. Et du coup, si vous regardez bien, il y a plein de célèbres improvisateurs et improvisatrices que vous pouvez trouver dans les listings des centres de formation, des boîtes de com, des boîtes d'événementiel, qui font de la presta. Et moi, je considère qu'il y a zéro honte et je défends ça. C'est un choix assumé chez Impro Infini de dire on fait du spectacle en public et on fait de la prestation parce que ça apporte aux deux et il n'y a pas à se cacher. Et je trouve qu'on est plus efficace. Je suis en train de faire long. Je trouve que je suis plus efficace, moi, je vais juste parler pour moi, à aller faire à être payé plus ou moins cher, relativement cher certaines fois, pour aller défendre la place de la personne en situation de handicap dans le monde du travail, à l'intérieur d'une entreprise, ou d'aller bousculer les gens sur les questions d'égalité femmes-hommes et d'être payé par l'entreprise ou la collectivité, la mairie, la communauté de communes pour le faire devant 500 personnes sur leur temps de travail, je trouve que ça a plus d'impact, en tout cas je l'évalue comme ça, que de faire un spectacle devant 100 personnes qui sont déjà de mon avis sur des questions d'égalité, par exemple. Et donc, quand le monde du théâtre, heureusement un peu moins, mais dit c'est pas du théâtre ou vous faites du business, non, on en vit, mais on va changer les croyances, les comportements, les stéréotypes directement sur le terrain. Et je suis fier de ce qu'on fait et je le défends. Très bien. Merci beaucoup.
Sache qu'en je crois que c'est 2017, je sais plus, ouais, je crois que c'est ça. J'ai suivi une formation un petit peu ce que tu avais proposé aussi à Guarec, mais c'était avec, Talking to Me à Bruxelles, Sabine Klaus, j'ai oublié les autres, bon, c'est pas grave. Et Ouais, bah, grave. j'ai j'ai eu le même effet, sache, qu'à l'issue de la formation, moi et les autres, on était là en mode: «Mais vous nous avez donné tellement de temps, c'est fou!» Enfin, on a eu l'impression vraiment tout était ouvert et c'était cool. Au point que je me suis dit: «En fait, j'aurais pu payer plus cher encore». Genre, ça aurait été OK, parce qu'en vrai, je me dis: «Non, mais vu tout ce qu'ils ont donné, ils pouvaient me demander plus, c'était OK». Mais ça, je pense qu'un jour, il y aura de plus en plus de formations justement pour l'impro appliquée et qu'il y aura un équilibrage de qu'est-ce que ça vaut une formation, d'impro appliquée, quoi. Ouais, mais faisons en sorte que ce soit pas un mode, gourou, un mode, j'ai pas fait mon contenu de stage en me disant: «Ah, j'aimerais bien que les gens reviennent une deuxième fois pour faire le niveau 2». Mmh. Alors le niveau 2, il existera peut-être par la suite, mais c'est voilà, on est ensemble pendant une semaine. Pendant une semaine, je vous ouvre les portes, Mmh mh. parce que sinon ça servait à rien. La même chose qu'un stage artistique. Si on fait un stage d'une semaine que j'anime en artistique, bah, je suis avec vous 24 heures sur 24 et voilà. Sinon ça a pas de sens, pas d'intérêt. Sinon on fera autre chose, on fera un autre métier. Super. Merci beaucoup Franck. Pour toutes les personnes, qui ont regardé cette vidéo et qui, ont dit: «Ah tiens, j'aurais bien aimé, poser des questions à Franck que Julien n'a pas posées», vous pouvez me les transmettre, les mettre en commentaire, je, retransmettrai, à Franck. En Heu, commentaire sur la vidéo. N'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu ou rouge en fonction de la plateforme que vous regardez. Abonnez-vous, les notifications. La prochaine vidéo va s'afficher ici dans le coin. je fais pas ça, mais c'est bien, Faut le faire, faut le merci, faire. c'est gentil, mais je Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. C'est gratuit. Hem, merci pour le temps que tu as pris Franck pour répondre aux questions. Mais de rien, j'ai rien à faire en ce moment, c'est la merde. Et merci à tous ceux qui suivent Vivre Impro. Vivre Impro, c'est, notamment, les entretiens et si jamais vous voulez avoir un petit peu plus, de vidéos ou d'actu, vous avez aussi le groupe Vivre Impro sur Facebook. Merci à tous, merci à toi Franck et puis à une prochaine sur Vivre Impro. Ciao, ciao. Salut.